fait, je décompose la composition. Faut bosser le début et la fin. Au milieu, tu fais ce que tu peux. La zik d'à côté. Bonjour les mélomanes, vous êtes bien sur Quartier des Ondes dans La Zik d'à côté, l'émission qui raconte et qui invite la musique sous toutes ses formes dans notre beau quartier du Blône. Aujourd'hui, c'est la rubrique La Relève que vous pourrez retrouver chaque mois en podcast sur notre site. Dans cette émission intitulée Voix et musique d'ailleurs au Conservatoire de Rennes, nous entendrons les propos d'artistes du conservatoire, enseignants ou élèves qui justement viennent d'ailleurs. Je m'appelle Alexandre Rubin et je suis un enseignant heureux au Conservatoire de Rennes. Aujourd'hui, point de Mozart, d'Hector Berlioz, de l'A440 ou de Molière. Ouvrez grand vos oreilles pour découvrir avec nos invités les sonorités et les voix de l'ailleurs. Et bonjour Roxana, bonjour Patros, bonjour Sanela et bonjour Sacha. Bonjour. Merci de cet enthousiasme. Et d'ailleurs, merci à tous et à toutes d'être venus. Tous les quatre d'avoir bien voulu participer à cette émission. Alors, les auditeurs auront remarqué qu'à l'écoute de vos prénoms, l'imaginaire peut déjà voyager. Mais c'est à partir de vos propres pratiques artistiques, toutes très personnelles et très différentes, que vous allez nous embarquer. Et pour commencer, nous allons nous transporter dans un petit pays du Caucase, d'une culture millénaire, l'Arménie. Bonjour Roxana. Bonjour. Alors Roxana, enchanté de te retrouver. Roxana, en préparant cette émission et en m'entretenant avec toi, j'ai compris que ton itinéraire de vie était traversé par des cultures multiples et que ça participait aussi de la richesse de ta personnalité musicale. Sur toutes ces influences, sur ces langues, ton parcours de chanteuse, puisque tu élèves en chant au conservatoire avec Norma Lopez, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je suis née à Saint-Pétersbourg en Russie. Dans une famille internationale. Mon père est d'origine arménienne, ma mère elle est d'origine russe. Donc depuis toute petite, je connais plusieurs cultures, langues et mon parcours de vie de ma famille a fait que j'ai grandi dans 4 pays, dont la Russie, la Finlande, l'Arménie et mon pays d'accueil, la France. Donc chaque pays a joué son rôle dans mon parcours musical, en effet, mais c'est en venant en France que j'ai compris que je voudrais devenir une chanteuse lyrique. D'accord, très bien. On a un petit aperçu de ton itinéraire de vie. Est-ce que le fait d'avoir appris, j'imagine, de façon assez intuitive, puisque tu étais plutôt enfant quand tu as déménagé de ces pays, différentes langues et prononciations, est-ce que ça t'a aidé dans ton apprentissage du chant, pardon ? Oui, absolument. C'est l'apprentissage des langues qui a développé mon oreille musicale dans mon enfance, je pense. Et maintenant, j'ai l'accès à un répertoire assez varié. Je pense que je peux chanter en toutes les langues comme un perroquet. Comme un perroquet, bon, d'accord. Et quelles sont les langues que tu pratiques le plus dans ta pratique vocale ? L'italien peut-être d'abord ? L'italien, l'allemand, le russe. Voilà, je pense que c'est les 3 langues principales. Et le français aussi. Pardon, bien sûr, les mélodies françaises. Le français, je me dis, j'ai oublié quelque chose. Ouais. D'accord, très bien. Et dans ton parcours de chanteuse lyrique, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, si c'est possible, les différences d'approche du chant lyrique dans les pays où tu as vécu ? Donc la Russie, l'Arménie, la Finlande et la France. Comment on enseigne le chant de façon différente, j'imagine, dans ces pays ? Avant de venir en France, je travaillais avec des professeurs en particulier, en commençant par l'éveil musical, puis dans une chorale. Ensuite, à 12 ans, j'ai commencé à travailler dans une école de musique en Russie. Je chantais un peu de tout, des chansons pour les enfants. Et c'est en venant en France, comme j'ai dit, à l'âge de 17 ans, que j'ai compris que je voudrais apprendre la technique vocale lyrique. Et c'est donc difficile pour moi de faire des comparaisons parce que mon parcours a commencé au Conservatoire de Rennes. D'accord, je comprends très bien. Donc je ne peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Par contre, peut-être que je crois que ta prof de chant est d'origine uruguayenne. Oui. Donc peut-être qu'avec d'autres, si tu as fait des stages par exemple, tu as bien vu qu'il y avait des approches différentes aussi peut-être, avec d'autres professeurs ou d'autres chefs de chœur ou personnes qui sont formatrices en chant.
Après, je pense que la technique vocale, elle reste assez universelle. Mais certes, il y a ce côté culturel, il y a des échanges aussi culturels. Et ce que moi, j'ai une connexion avec Norma, par exemple. Le fait que toutes les deux, on est venus en France et on a un parcours assez riche. Et donc, il y a des choses que nous, on s'entend bien et qu'on partage. Oui. À cause de l'itinéraire de vie, d'accord, très bien. Alors, on va changer un petit peu de questions. Quels sont tes interprètes préférés, donc en classique ou même en musique traditionnelle peut-être en classique pour commencer, des interprètes, des cantatrices ou des chanteurs aussi. Il y en a tellement. C'est tellement difficile à répondre comme ça, mais voilà, je pense qu'une des chanteuses qui me viennent en tête, c'est Galina Vishnievskaya. C'est une chanteuse lyrique soviétique. J'adore sa voix et son parcours de vie si courageux, donc je pense à elle souvent. Autrement, je suis mélomane, je suis ouverte à tous les styles de musique. Donc j'ai des préférences des artistes selon mon état émotionnel. Et je peux dire que j'aime tout ce qui touche le cœur et tout ce qui est sincère. D'accord, bah voilà une belle phrase. Et en musique traditionnelle arménienne, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses ou des... Il y a une chanteuse qui s'appelle Lilith Pipoyan. C'est une chanteuse qui est auteure-compositrice. Donc elle compose ses chansons et j'adore sa voix aussi. Elle a ce côté arménien que l'on trouve nulle part ailleurs. Elle a un timbre de voix si... voilà, arménien. Si arménien. Si arménien. Eh oui. On va voir un aperçu de ce côté si arménien tout à l'heure, hein, puisqu'on aura la chance de t'entendre chanter. Alors, lorsque on a correspondu par mail, tous les deux pour préparer cette émission, j'ai noté que tu avais un goût assez prononcé pour les berceuses, et particulièrement pour celles des pays où tu as grandi. D'où ça te vient, cette passion pour ce type de chanson qui est assez universelle, parce que dans beaucoup, sinon tous les pays du monde, on berce les enfants. Alors oui, je suis passionnée par les berceuses du monde. J'ai toute une collection d'ailleurs. Pendant plusieurs années, je travaille dans une école élémentaire avec les enfants. Donc j'animais un atelier du chant. Et un jour, j'ai rencontré une petite fille d'origine géorgienne. Donc elle ne parlait pas français, elle était souvent triste et elle voulait toujours voir sa maman. Elle venait de Géorgie. Et donc j'ai eu l'idée de la proposer venir à mon atelier. Donc on a discuté et elle était d'accord de nous faire apprendre une chanson de son pays, une chanson géorgienne. D'accord. Et je me suis dit que pourquoi pas une berceuse, parce que vu qu'elle voulait voir sa maman, et que voilà, une chanson douce, la musique douce nous fait nous sentir en sécurité et nous rappelle justement les moments les plus tendres de notre enfance. Ah oui. Et donc on a pris une berceuse Iavnan, une berceuse géorgienne, et donc c'était très touchant de voir les enfants français qui chantaient en géorgien. Mais oui. Et donc, je pense que ça l'a aidée psychologiquement de se dire que même si elle vient d'arriver, elle ne parle pas français, mais voilà, les Français sont capables d'apprendre à chanter en géorgien alors qu'elle sera capable aussi. Voilà. C'est le côté universel de la musique et de la berceuse. Et les berceuses, pardon, juste... je pense que ma voix est faite pour les berceuses. J'aime les enfants, j'ai une voix assez douce, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai même un projet un petit peu, pas tout de suite, mais j'aimerais bien faire un CD de ma collection des berceuses un jour. Peut-être quand je serai maman, qui sait, on verra. Bah, on en parlera tout à l'heure, à la fin de l'émission, sur vos projets personnels. Voilà, donc je crois qu'on va avoir la chance justement de t'écouter chanter une berceuse. J'aimerais bien vous faire partager une de mes berceuses, une berceuse arménienne, qui s'appelle Ari Im Sochak, et ça se traduit « Viens mon rossignol ». On t'écoute. Ari Im Sochak, toch partes merin, Tagerov kunver,
hisacerin. Բայց նալալիս է դու սոխակ մի գալ իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ բայց նալալիս է դու սոխակ մի գալ իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ Եկաբեկածակ թող արտլզարոտ օրորետխիս կենի եկարոտ բայց նալալիս է տատրակիկ մի գալ իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ բայց նալալիս է տատրակիկ մի գալ իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ թող որս տարի կաջասիրտ բազի քո երկը գուզե իմ որդին լսե բասեն որ երկավ որտիս լրեցավ ռազմի երկերի ցայնով կնեկավ բասեն որ երկավ որտիս լրեցավ ռազմի երկերի ցայնով կնեցավ Merci beaucoup. Alors on arrive déjà au terme de cet entretien avec toi. Alors pour terminer, je sais que tu as souhaité nous faire entendre un instrument traditionnel arménien qui te tient beaucoup à cœur. Est-ce que je te laisse nous le présenter et on va pouvoir l'écouter directement. Pour terminer, je voudrais vous faire découvrir un de mes instruments préférés de la musique traditionnelle arménienne. Cet instrument s'appelle doudouk. Merci, on écoute.
Merci beaucoup encore Roxana pour ce moment Merci. chanté en direct. Et de nous avoir donné un aperçu de la musique de l'Arménie, la musique arménienne. Alors, après cette musique très mélodique et apaisante, nous allons nous diriger bien au sud du Caucase, dans un pays également d'une culture millénaire qui a vu naître l'écriture et de prestigieuses civilisations, un pays descendant de la Mésopotamie où coulent l'Euphrate et le Tigre. Ce pays, c'est l'Irak. Et pour s'y rendre, laissons un autre artiste du conservatoire nous y emmener. الليل يسأل من أنا سره القلق العميق الأسود أنا صمته المتمرد قنعت كنهي بالسكون ولفقت قلبي بالظنون وبقيت ساهمة هنا أروني وتسألني القرون أنا من أكون والريح تسأل من أنا روحها الحيران أنكرني الزمان أنا مثلها في لا مكان نبقى نسير ولا انتهاء نبقى نمر ولا بقاء فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء فإذا فضاء والدهر يسأل من أنا مثله جبارة أطوي عصفور وأعود أمنعها النشور أنا أخلق الماضي البعيد من فتنة الأمل الرغيد وأعود أدفنه أنا. Alors bonjour Patros. Bonjour. Et merci pour ce beau moment de lecture. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors à propos de ce beau texte en arabe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus l'époque où il a été composé, l'auteur, et peut-être la façon que tu as choisi pour le déclamer? Du coup, c'était une poétesse irakienne qui s'appelle Nazik al-Malaika. Mhm, Et du coup, le poème, il date de 1923. mhm. Et c'est une époque où, en fait, il y avait une transition, si je peux dire, en fait, dans la poésie arabe, où Eh oui. on peut dire, je vais traduire comme ça, c'est la poésie libre. Mhm, C'est comme le vers libre, en fait. mhm. Du coup, on n'écrit plus sur les mêmes choses, en fait. C'est pas, on n'écrit plus sur la romantisme, etc. Mais c'est plus sur la vie humaine concrète, en fait, Mhm. sur la situation, que Mhm. ce soit politique ou... Mhm. du coup, voilà. La vraie vie, quoi, La vraie vie, des gens, voilà. quoi. Pas trop. Ouais. Et par exemple, des crises existentielles. Mhm. Celui-là, enfin, le poème-là, c'était Qui suis-je, en fait? C'est la poète qui demande Qui suis-je? Et du coup, souvent on confond, est-ce que c'est elle qui demande ça ou est-ce que c'est le pays même, en fait, qui Mhm. demande Qui suis-je, en fait? D'accord, très bien. Voilà. Merci. Alors, lorsqu'on est français, comme quand même certainement une grande partie des auditeurs, certainement, on a quand même plutôt l'habitude d'entendre parler l'arabe du Maghreb, hein, au vu de l'histoire française. Et puis, alors moi, comme je ne parle pas du tout arabe, j'imagine que la langue que tu as utilisée ici, c'est l'arabe classique. Est-ce que ce type de poésie est écrit systématiquement en arabe classique ou pas Oui, Plutôt, c'est une écriture classique, en fait, ce qui est utilisé dans tous les pays qui parlent arabe. Par exemple, dans les écoles ou quand on lit les journaux, en fait, quand on est, je sais pas, sur les sites pour lire un article, en fait, c'est l'arabe classique qu'on utilise. Mhm. Et du coup, avec ça, on a des dialectes, en fait. Et du coup, ça dépend, parce qu'il y a des poètes irakiens ou, par exemple, maghrébins qui écrivent de la poésie, mais avec le dialecte, en fait, pas en arabe classique. Mais les plupart, en fait, c'est l'arabe classique. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de toi maintenant et de ton parcours. Donc, tu es étudiant en théâtre au Conservatoire de Rennes. Alors, on s'est connus tous les deux lors du projet Ose le son, là, pour lequel j'avais consacré une émission précédemment. Et puis aussi, on se trouve qu'on a un grand ami, très bavard, un ami commun. Alors, comment est née ta vocation d'acteur en Irak ou à ton arrivée en France? Je pense que c'est un peu compliqué pour définir parce que je pense que c'est tous les deux. Parce que je suis né en Irak, j'étais déjà passionné par tout ce qui est artistique, la poésie, etc.
mais je savais pas du tout que c'était l'acteur en fait que je voulais faire ou que c'était une formation que je voulais suivre en fait. Mais j'aimais toujours le cinéma en fait, j'avais toujours envie de faire du cinéma. Mais le théâtre, c'était en arrivant en France quand j'ai commencé, et c'était par hasard en fait, où j'ai commencé des ateliers au CIREF en fait, là où j'apprenais le français en fait, et du coup il y avait des ateliers, je me suis dit bah, ça va me permettre en fait d'avancer aussi dans la langue. Du coup je suis rentré et c'était un coup de cœur. D'accord. Peut-être que tu peux dire ce que c'est le CIREF, parce que c'est vrai que CIREF, en fait, c'est l'endroit où on apprend le français à Rennes 2. Ouais. C'est les cours de français aux étudiants étrangers. J'ai passé par là aussi. Ouais, voilà, exactement. Pour À Rennes avoir 2, une validation de niveau en français, Voilà, pouvoir oui. suivre un enseignement. On va dire c'est le cursus universitaire. Voilà. Du coup, tous les étrangers passent par là pour apprendre le français. C'est un creuset pour apprendre Ouais. le français, et puis se familiariser aussi avec la culture et puis avec la civilisation. Parce qu'il y a des cours de civilisation française aussi. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'étrangers aussi. Ouais. Notre ami Charam. commun, notamment. Et je crois que je le connais aussi. Ah, tu connais Charam, très Oui. bien. De toute façon, tout le monde le connaît. Du coup, voilà, c'était à partir de là. Et puis, j'ai terminé les ateliers. Après un an, j'ai tenté le conservatoire et j'ai été pris, heureusement. Et puis, depuis 5 ans, je continue. Et... Mais parce que tu le mérites pas trop. Merci. Voilà, donc par rapport au théâtre, l'enseignement du théâtre en Irak, est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est enseigné? Ça nous intéresse, ça, le théâtre en Irak, comment c'est enseigné par rapport à d'autres pays comme la France ou... Par rapport à d'autres pays, en fait, c'est tout à fait différent. Et c'est aussi en même temps compliqué d'aller faire d'études théâtrales, en fait, parce que c'est seulement au capital, en fait. Il y a un endroit. Ah oui. Ouais. Du coup, sauf si on fait des études théâtrales, ce qui n'est pas la même chose en fait, c'est pas des pratiques. Mais pour les pratiques, c'est vraiment c'est un seul endroit. Et même avec ça, c'est un peu compliqué aussi. Parce que le théâtre, c'est un art d'expression. Et quand on n'arrive pas à dire tout, en fait, c'est assez compliqué en fait. Est-ce que c'est réservé à une certaine élite ou certains... Très souvent, oui. C'est des gens qui choisissent de faire du théâtre, c'est quand même une petite... Oui, enfin, c'est quand même le fils d'eux. Voilà, du coup, c'est un peu compliqué pour... Surtout moi, c'est pas démocratisé vraiment comme... Et puis même l'enseignement, en fait. Donc, du coup, c'est pas très... Et vu que le pays, en fait, a traversé des crises politiques depuis 30-40 ans, donc c'est un peu compliqué aussi de structurer l'enseignement. Structurer l'enseignement de théâtre, en fait. Ce qui n'est pas le cas de musique, etc., parce que c'est un peu différent quand même. Oui, c'est pas la même tradition. Alors, une autre question qui m'interroge, moi, en France et en Europe, surtout en France, j'ai l'impression, alors heureusement ou malheureusement, on a un peu l'habitude de cloisonner les choses, alors un peu tout, mais dans les arts aussi, et dans la pratique aussi, et dans la pédagogie. On fait de la musique, on fait du théâtre, on fait de la danse, on fait de l'opéra, en fait, on cloisonne un petit peu les choses. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu différent dans certains autres pays. Donc, ma question, c'est est-ce que le théâtre, la musique, la déclamation ou la poésie, qui ont évidemment plein de points communs, est-ce qu'ils peuvent être liés dans la culture artistique irakienne et puis former un tout? Est-ce qu'il y a des formes, des pratiques artistiques qui regroupent un petit peu tout ça? Alors, je pense que, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est nous, un poète ou quelqu'un qui fait du poème, qui déclame un poème, il faut déjà qu'ils savent jouer. Il y a le rythme aussi, ce qui est un peu, et il y a la musicalité parce que la langue change. Du coup, il faut avoir une musicalité. Du coup, je pense et puis il y a un truc en Irak en fait, ou dans les pays de Proche-Orient, il y a un truc où multidisciplinaire en fait entre tous les arts en fait, c'est-à-dire la personne qui fait de la poésie, il est en même temps un joueur de guitare ou c'est un chanteur en même temps où il écrit des chansons, etc. Ou l'acteur même, c'est un écrivain où c'est tellement apprécié en plus, c'est pas quelque chose où on se dit non, moi je fais que le théâtre et ce sera que le théâtre en fait, non. Mais s'il y a une forme pour définir tout ça, moi je dirais c'est la poésie en fait. Enfin pour moi, en tant que la poésie, parce que au sens large. Ouais, et c'est très important en fait. Dans notre pays, la poésie est tellement importante que ça date des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Enfin, je veux dire,
l'épopée de Gilgamesh, si on parle, c'est une épopée, etc. Et puis si on arrive avec même les Arabes, avant le pré-islamique, qui écrivaient des poésies qui étaient magnifiques, qui écrivaient sur le vin, etc., sur tout, en fait. Du coup, c'est très important, en fait. On aime beaucoup parler, et c'est très... On est très... comment dire, je sais pas, j'ai pas le terme. Enfin, voilà, il y a un truc déclamer, même dans la vraie vie, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et puis la langue, elle est comme ça, par rapport au français, qui est plus monocorde, voilà. Donc, effectivement, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Quand tu as Ça, lu là, ton poème, je ne comprenais rien, mais je trouvais qu'il y avait une musicalité dans cette langue, et c'était vraiment... Et du coup, c'est ça, en fait. Il faut respecter la musicalité, parce que si on ne le respecte pas, c'est plus la langue, en fait. C'est une partie de la langue, en fait, cette musicalité. Du coup, voilà, c'était... Pour pouvoir lire les poèmes, il faut travailler la voix. Oui. Enfin, c'est le travail d'un acteur, en fait. On fait travailler la voix, en fait. C'est toutes les techniques qu'un chanteur utilise, en fait, pour parler, pour déclamer, pour dire un texte, en fait. C'est très important aussi. Oui, bien sûr. Alors, question suivante, pas trop. Tu fais partie d'une communauté chrétienne en Irak. Tu es arabophone, bien sûr, et maintenant tu es francophone, confirmé, on vient de l'entendre. Mais tu connais aussi l'araméen, qui est une langue très ancienne, qui était la langue parlée en Palestine il y a 2000 ans et plus. On va d'ailleurs avoir le plaisir de t'entendre tout à l'heure chanter en araméen. C'est une langue assez proche de l'hébreu, m'as-tu dit avant l'émission. Mais est-ce que tu peux nous dire, ça nous intrigue cette langue araméenne, sur cette langue très ancienne, mais qui reste une langue vivante apparemment? Oui, bien sûr. Qui est parlée par 4 millions de personnes dans le monde, en fait. Mais ils sont pas c'est pas seulement... c'est-à-dire, c'est une langue qui était à peu près, à l'époque, comme l'anglais actuellement. C'est-à-dire, c'était parlé en Palestine, Irak, l'ancienne Mésopotamie. Et du coup, c'était une langue... Pour les commerces aussi, commerce, pour faire le commerce, il fallait savoir. Et déjà, par exemple, Jésus-Christ, qui était juif, qui était pas, voilà, il parlait araméen aussi, c'était sa langue aussi. Et du coup, pareil, c'était une langue qui était un peu partout dans cette zone, en fait. Et du coup, oui. Et une langue pratique qui n'était pas forcément une langue religieuse, du coup. C'était une langue pour faire du commerce. Et après, c'est devenu, en fait, elle est devenue religieuse dû au fait que le christianisme a commencé au Moyen-Orient, du coup. Et puis, il y a eu beaucoup de personnes qui faisaient les théologiens, qui écrivaient des chants en araméen, etc. Et du coup, ça a continué jusqu'à maintenant. Enfin... où les gens le parlent, en fait, mais seulement en Irak, un peu en Palestine, en Syrie et en Jordanie aussi un petit peu. D'accord. Eh bien, on va pouvoir t'écouter et écouter cette langue mystérieuse, pour nous un peu, en tout cas. شو خال الهوى تفرقان اليلداد من مريم يا ولاد نشتوتا دنمان عن صيذو روما ودماري كولو إنجو شو خال الهوى تفرقنا اليلداد من مريم هو ياري وكتشفيخ De l'arabe, effectivement, c'est vraiment très particulier. Merci Patros, on a déjà malheureusement terminé avec toi. Merci pour ce voyage en Irak. Je vous en prie. Et
Pour continuer, on va revenir au centre du continent européen pour un voyage dans ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale et réductrice la musique des pays de l'Est. Et pour nous guider à travers les Balkans, c'est à une collègue et une amie que je vais donner la parole, une amie qui habite au Blône d'ailleurs et qui m'invite pas assez souvent à boire le café chez elle. Bonjour Sanela. Bonjour. Alors Sanela, tu viens de Bosnie et tu es musicienne intervenante au Conservatoire de Rennes, tu es enseignante. Pour rebondir à chaud sur cette expression de musique de l'Est qu'on entend souvent et que j'ai employée volontairement, que tu as entendu évidemment beaucoup de fois, et je pense que ça doit parfois un peu chatouiller tes oreilles. C'est quoi ton sentiment par rapport à cette appellation musique de l'Est avec des guillemets? La musique de l'Est, c'est géographiquement de l'Est d'ici, de la France, ou de l'Est de l'Europe. Mais dans un style un peu plus, un style de musique, on appellerait plutôt ça les musiques balkaniques, avec des rythmes composés, souvent 7-8, 9-8, 11-8, ça doit vous parler, vous les musiciens. Attention, tout à l'heure, je vais vous faire une devinette. Faut compter. Et aussi des mélodies envoûtantes, voilà, dans les langues slaves, valaques, latines. Voilà, tout ça. Alors, Valak, vous allez me dire peut-être ce que c'est, non? Valachi, c'est ça? Valachi, voilà. Alors, souvent, on dit, voilà, on chante des chants tziganes. En fait, c'est Rome. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Et dans tous les pays des Balkans, on a des communautés roms qui nous amènent et qui chantent, avec qui on chante les chansons tziganes, Rom Valak. D'accord. Merci. Alors, par rapport à ton parcours, tu as amené avec toi de Bosnie la maîtrise de ton instrument, l'instrument que tu pratiques, l'accordéon, qui est un instrument qui est né en Europe, très populaire et qu'on rencontre dans de nombreuses cultures musicales, bien au-delà du continent européen. Donc la pratique de cet instrument dans ton travail de musicien intervenant, ça t'est très utile bien sûr parce que c'est un instrument qu'on peut transporter, ce qui est quand même pratique. Quand on va d'école en école, qui est acoustique aussi, pas besoin de brancher, on peut jouer quand il y a une panne d'électricité, c'est polyphonique, on peut faire des accords avec, et puis tu peux t'accompagner en chantant puisque tu es chanteuse aussi, et accompagner le chant des enfants dans les classes que tu t'occupes. Ouais. Mais ton accordéon, il est particulier en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette particularité de ton accordéon? C'est pas si particulier que ça, hein. Vous voyez là, c'est un peu comme tous les accordéons, à part que à droite il a des touches d'un piano au lieu d'avoir des boutons comme ici en France. Et de l'autre côté, il a des basses normales, des basses qu'on appelle standards pour accompagner. Ou bien j'ai un déclencheur qui me change. Voilà, qui nous permet de jouer des musiques classiques. Par exemple, quand on est en études supérieures, on peut jouer des musiques aussi classiques transcrites pour l'accordéon. Ah oui, c'est ça. Donc il n'est pas différent, c'est différent. Juste les touches d'un côté. Le clavier, ouais. Clavier. D'accord. Et il est très grand. Hein. Ah oui. Transportable, tu es bien gentil, mais il me faut un tout petit pour aller dans les écoles. Ah oui, d'accord. Très lourd. Tu prends pas celui-là. Ça, c'est lourd. D'accord, très bien. Mm. Alors ici en Bretagne, il y a une tradition assez forte de l'accordéon quand même, mais c'est plutôt l'accordéon diatonique à boutons. Et puis ici, dans les institutions comme le conservatoire, c'est plutôt la musique écrite qui est enseignée. Et c'est plutôt l'accordéon chromatique aussi à boutons qui est enseigné dans les classes d'accordéon. Alors, dans le département d'Ille-et-Vilaine, il y a un célèbre festival dédié à l'accordéon qui s'appelle le Grand Soufflet. Et lorsque tu es arrivé dans le coin et que tu as découvert ce festival, j'imagine que tu n'as pas été insensible à ça. Est-ce que ça a été quoi ton sentiment quand tu as découvert ce festival et est-ce que tu y as participé comme musicienne? C'est chouette parce qu'on a toujours ce regard sur l'accordéon un peu ringard, Yvette Horner, etc., malgré sa spécialité est vraiment une grande accordéoniste. L'accordéon, il a un petit peu en France, ça a été, moi je trouve, ringardisé, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et après, en venant dans les musiques du jazz avec Galliano ou aujourd'hui Perani, etc., l'accordéon est mis en lumière. Ce festival, c'est vraiment chouette parce qu'on peut entendre toutes sortes de styles de musique. On en a participé avec le conservatoire. Voilà. Et puis moi, je rentre par une petite porte aussi concernant des musiques que j'interprète, les musiques traditionnelles d'ex-Yougoslavie. D'accord.
À propos tu parles d'ex-Yougoslavie, est-ce que les styles de musique balkanique se mélangeaient beaucoup à l'époque où tu as appris la musique quand tu étais plus jeune, enfant? Oui. Et est-ce que ces musiques s'enrichissaient mutuellement? Oui. Il n'y avait pas de frontières comme aujourd'hui. On a aujourd'hui vraiment des frontières bien définies entre chaque pays. Oui. Les musiques, par exemple, slovènes, sont plutôt des polkas. En Croatie, elles descendent un peu plus vers la Bosnie, musique orientale. Macédoine, rythme composé. En Serbie, il y a des colos, des danses à danser, très proche de la Bulgarie. Et puis un tout petit peu plus bas, on a la musique grecque et turque aussi. C'est tout ça, il n'y avait pas de frontières et aujourd'hui non plus. Voilà, il n'y a pas de frontières, on interprète toutes ces musiques dans les Balkans. Oui. D'accord. Avec Très des bien. différents orchestres. Ça Oui, peut bien être sûr. des cuivres ou bien taraf. D'accord, les tarafs. Eh bien voilà, tu vas pouvoir nous interpréter, je crois, tu as choisi de nous interpréter un pot pourri de musique. Oui. Un pot pourri, on appelle ça comme ça. C'est pas très joli comme mot, mais c'est ça qu'on utilise. Un pot pourri de musique de Bosnie et de Serbie. Alors, on va pouvoir t'écouter maintenant. Merci. Je vais mettre là. Oui, mets-toi à l'aise pour le casque. Pot pourri alors. Moj dilbere, kucaj šeće. Aj, što i mene ne povede. Aj, što i mene ne povedeš. Zapjevala sojka ptica, misli zora je, aman, aman, misli zora je. Ustaj, fato, ustaj, zlato, spremaj darove, aman, aman, spremaj darove. Dari-da-da-da-dam, dari-da-da-da-dam, dari-da-di-da-dam, di-da-da-dam. Dari-da-da-da-dam, dari-da-da-da-dam, da-da-da-di-da-dam, di-da-da-dam.
beaucoup, Sanela. Alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la spécificité rythmique? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, des musiques balkaniques, à savoir les métriques irrégulières, les mesures composées. Ouais. 7-8, 9-8, 11-8. Ah là là. Par exemple, on a des groupes de croches qu'on met ensemble. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Donc si on compte par des croches, ça sera un 7-8. Plein de chansons sont faites sur cette rythmique-là. Ou bien on peut faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça, c'est un 9-8, par exemple. La dernière chanson de Serbie, Vranjanski Čoček, c'était celui-ci. Tiri, ti, ti, tati, tati. Voilà. Et on a aussi un 11-8. Alors là, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, côté, 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 côté. Donc on compte plus, on écoute la mélodie. Et comme ça, on apprend ces rythmes-là. Quand on arrive en France, quand on commence à jouer avec des copains musiciens, ils disent en fait, c'est juste écouter. Écouter la mélodie de ce rythme-là et ça rentre tout seul. Et le balancement. Oui, le balancement, le corps. C'est vrai que c'est complètement différent de notre environnement musical qui est très très souvent à 4 temps. Voilà. Mais là, la première chanson était à 4 temps, mais je sais pas. 3, 4, 1. Donc on rajoute des petites, y a des petits rythmiques entre les 4 temps. Voilà. C'est un mélange. Merci pour cette explication. Est-ce que tu peux nous présenter le morceau que tu as choisi de nous faire écouter pour terminer? Donc le morceau qui s'appelle, je vais te laisser le prononcer. Borin Čoček, c'est un autre Čoček cette fois-ci, aussi de Serbie. Et c'est un collectage qui a été fait par Jordi Savall. Voilà. Et ça, autrement dit, on peut le dire aussi un prélude des Balkans. C'est une danse qui vient du sud de Serbie, Vranje. Et où il y a des meilleurs musiciens que Jordi Savall s'est entouré. D'accord, on écoute. Voilà. Merci Sanela pour ce morceau que j'écoute un petit peu malheureusement parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme, mais c'est avec plaisir qu'on réécoutera les morceaux. Donc merci pour ce moment passé en ta compagnie et pour la découverte de cette musique qui t'est chère. Alors, après les Balkans, on va pouvoir nous déporter un petit peu plus à l'est de l'Europe, dans le monde slave, le pays des terres noires, considéré comme le grenier à blé de l'Europe, mais qui est aussi très riche de sa culture artistique et aussi de sa culture musicale. Ce pays, ce voyage musical, nous allons le passer avec Sacha, qui nous vient d'Ukraine. Alors bonjour Sacha. Bonjour. Alors Sacha, tu es le plus jeune de nos invités ici présents et tu es arrivé en France il y a moins d'un an, mais tu parles déjà un très bon français. Hein. Pour les quelques mois que tu as passé sur le territoire rennais, tu es élève en guitare au conservatoire avec Hervé Merlin. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi cet instrument et comment s'est fait ton apprentissage instrumental en Ukraine, l'apprentissage de la guitare? Depuis mon enfance, quand je vivais encore en Ukraine, je faisais mes études dans une école où les cours de musique étaient obligatoires. Ces cours avaient pour le but de nous faire admirer la musique. Chaque élève y avait la possibilité de choisir l'instrument lui-même. J'ai choisi la guitare car j'ai beaucoup aimé sa sonorité. Et donc, pourquoi le choix a été fait envers cette école en particulier? La réponse est très simple. Dans ma famille, tout le monde pratique de la musique. Surtout ma grand-mère qui était l'enseignante du piano et formation musicale, et aussi ma sœur qui avait participé et gagné de nombreux concours internationaux en jouant du saxophone. Elle était mon exemple et source d'inspiration pour apprendre de la musique. D'accord, merci. Alors cette année tu es en CHAM, donc ça s'appelle les classes à horaires aménagés musique.
au collège Anne de Bretagne, c'est-à-dire que tu as un emploi du temps adapté pour pouvoir dégager plus de temps consacré à la musique. Alors, tu vas faire de l'instrument, bien sûr, de la guitare, des pratiques collectives, de la formation musicale. Je suis au courant, puisque je suis ton enseignant en formation musicale, musique de chambre, chant choral, etc. Est-ce que cet emploi du temps nouveau pour toi, peut-être, a modifié ton rapport à l'apprentissage musical? Est-ce que ça a modifié cette façon d'apprendre pour toi la musique? Justement, cela ne change pas grand-chose car j'avais le système assez similaire à l'école en Ukraine, D'accord. où les cours de musique avaient la même importance dans notre planning que les cours standards comme mathématiques ou chimie par exemple. Pour être honnête, c'est très arrangeant. Oui. D'accord. Ah, tu nous parles avec honnêteté, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes goûts musicaux, que ce soit pour la guitare ou la musique en général? Je peux m'appeler un véritable mélomane car j'écoute un peu de tout en général. J'aime écouter du rock et j'en adore surtout des solos en guitare électrique. Aussi, j'apprécie la musique classique qui m'aide surtout au moment du stress à me déconnecter et me détendre. De temps en temps, cela m'arrive à écouter du jazz en vinyle avec ma sœur également. D'accord. Du jazz que en vinyle ou pas que en vinyle? En vinyle. D'accord. Et tes guitaristes préférés des rock, par exemple, qui est-ce que tu aimes comme guitariste de rock? Le guitariste dans le groupe Queen. D'accord. Qui s'appelle? J'ai oublié son nom. Oui, moi aussi. C'est pas grave. On connaît tous Freddie Mercury, mais le guitariste, l'autre. Pourtant, il est connu. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la musique traditionnelle ukrainienne? Est-ce que tu peux nous citer quelques instruments, par exemple, que l'on retrouve typiquement en Ukraine? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Personnellement, je trouve la musique traditionnelle ukrainienne très mélodique et démarquante des musiques des autres peuples. On a plusieurs instruments traditionnels en Ukraine, mais les plus populaires sont sopilka, une flûte en bois, souvent jouée lors de célébrations de mariages et des festivals. Kobza, l'instrument en corde pensée, similaire à la guitare, qui était traditionnellement joué par les bardes en Ukraine. Et bandura, l'instrument a environ 53 cordes pensées, similaires à la harpe. Je vous propose d'écouter un des morceaux joués en bandura qui s'appelle Reste pas me temneme yarame. Les paroles de la chanson expriment un amour profond pour l'Ukraine, sa beauté naturelle et son riche patrimoine culturel. Merci Sacha pour la découverte de ce morceau. On a reconnu bien sûr l'énergie et puis la puissance des chœurs d'hommes de la musique vocale slave. Alors pour terminer ce petit tour d'horizon musical de l'Ukraine, on va avoir la chance de t'écouter interpréter à la guitare, parce que tu es une guitariste, hein, on l'a dit, à la guitare, un morceau de musique traditionnelle de ton pays. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce morceau avant de le jouer, puisque je crois que c'est un arrangement, c'est-à-dire une adaptation musicale? Oui, je vais jouer la chanson qui s'appelle Ridna mate moya ou Pisnia pro rushnik, écrite par Andriy Maleshko, un écrivain et poète ukrainien. Cette chanson aborde le sujet assez connu et à la fois très touchant.
L'auteur s'adresse à sa mère pour lui exprimer sa reconnaissance pour tout ce qu'elle lui a donné, car c'est le temps pour l'auteur de lui dire adieu et partir en recherche de son propre destin. Cette chanson célèbre également l'importance du ruchnik, un tissu décoratif brodé à la main qui joue un rôle important dans la culture ukrainienne et qui signifie la bénédiction parentale. Et oui, tout à fait, c'est un arrangement fait par un musicien hongrois, Ferenc Bernat. Il a été initialement préparé pour une jeune guitariste brillante ukrainienne, Sofia Jernovich. À mon avis, c'est la meilleure adaptation de ce morceau à la guitare classique. D'accord, on t'écoute. Merci beaucoup Sacha. C'est comme ça que se conclut ta séquence consacrée à la musique ukrainienne. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On n'a pas fini en fait. Je voulais vous poser des questions un petit peu au collectif sur des questions un peu générales sur l'enseignement de la musique et vos parcours. Alors, comment vous pouvez répondre un petit peu comme ça, en pot pourri, on va dire? Non, pas en pot pourri. Comment est-ce que vous avez vécu la rencontre de votre culture artistique, alors qui est chacun très différente forcément et aussi plus ou moins récente? Ce que vous avez ramené de votre pays et la façon dont vous l'avez confronté avec
l'institution culturelle française, c'est-à-dire le conservatoire, puisque vous êtes tous au conservatoire, soit enseignants, soit élèves. Votre culte, voilà. Comment vous avez senti? Est-ce que vous êtes senti valorisé, ou est-ce que vous êtes senti fragilisé par rapport à cette culture-là, ou est-ce que dévalorisé ou plutôt valorisé? Comment vous avez vécu ça? Oui. Moi, au niveau des ressentis, Roxana, oui, j'ai réalisé que quand on a des origines, c'est une richesse. C'est Et une que richesse. c'est une richesse et ça peut même nous aider à se faire démarquer parce qu'on connaît d'autres styles, on connaît d'autres sons, d'autres cultures, d'autres langues. Ça aide. D'accord. Donc tu t'es pas Dans senti écrasé par ce poids de la musique, peut-être que française ou classique Non, d'accord. je pense que ça m'a justement aidé le fait que voilà, je connais d'autres styles de musique ou d'autres styles de voix. Ça m'a aidé à m'intégrer assez rapidement D'accord. dans le monde musical française. D'accord. Très bien. En théâtre, Maître-Rose ouais, en théâtre, en fait, c'est une richesse et c'est un compliment, enfin un truc de plus quand on est Une étranger. complication supplémentaire Pas du tout, parce que on a un avantage, parce que Un les complément, Fran- tu veux dire, pardon. Ouais, Un complément. un complément, ouais. C'est-à-dire c'est pour les plupart qui sont là, c'est une langue natale en fait. Du coup, il n'y a pas cette partie de goûter les mots pour la première fois en fait, ce qui est pour un acteur génial en fait quand on voit un acteur qui dit un mot et puis dans ce mot il découvre la sonorité en fait, il voit ce qui se passe en fait après, enfin voilà, il décortique le mot en fait, alors que quand on est souvent avec la langue, enfin avec la langue natale en fait, ça part comme ça et puis ça paraît très évident en fait. Oui. Et du coup, je dis pas qu'il y a pas, il y a une autre côté aussi où on travaille beaucoup plus, par exemple, quand on est étranger ou qu'on fait de théâtre, c'est ce qui est évident parce que c'est pas évidemment. pour apprendre la langue, voilà, le sens qui est aussi important. Je veux dire dans le théâtre, du coup et je suis tout à fait d'accord avec Roxana, c'est-à-dire c'est une richesse. Moi je me rendais pas compte de ça en fait quand je suis arrivé, mais juste après où mon prof me disait faut pas avoir, voilà, c'est un truc de plus quoi. D'accord. Ouais, mais je pense que c'est vraiment. Je vous écoute, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est selon les vécus de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, une fois que tu es amené ici, en France, pour une chose ou une autre, tu es là, comment tu fais avec ce que tu es, avec ce que tu apportes et avec ce que tu trouves ici. Donc, tout dépend de notre parcours personnel. Au début, je ne voulais pas du tout partager cette culture-là. Et ensuite, j'ai entendu des gens interpréter les musiques de chez moi. Alors là, j'étais furieuse parce que il fallait que je m'y mette et que... D'accord, voilà. d'accord. Ouais. Pour terminer, parce qu'il nous reste tout petit peu de temps, est-ce que vous avez des actualités à nous faire part? Est-ce que vous avez des choses, vous allez vous produire en concert ou en audition prochainement? Roxana peut-être? Oui, nous avons une représentation d'opéra Barbe Bleue de Offenbach. C'est le 13 et le 14 avril à D'accord. 19h au Conservatoire de Bologne. Voilà, donc vous êtes D'accord. bienvenus. Merci. Pas trop Et peut-être? du coup, nous, ça sera, on va monter cette année La Mouette de Tchekhov, Antoine Tchekhov, en juin. Voilà. D'accord. Moi, c'est pour mon petit groupe de musique traditionnelle qui s'appelle Gazda. On a fait une vidéo qu'on va partager sur les réseaux. Sur les réseaux. Merci. Réseau Gazda. Et moi, non. Et toi, non? Bon, bientôt quand même, il y aura des petites choses. Je termine avec la saison culturelle du conservatoire. Il y aura plus de 150 événements tout au long de l'année en musique-théâtre, au site Hoche et au Blône, avec les lieux partenaires et en entrée libre. Les prochains événements, c'est du vendredi 24 au dimanche 26 mars, les temps forts autour des grands ensembles du conservatoire avec les orchestres d'harmonie, les experts et les juniors, Symphonissimo, orchestre symphonique de cycle 2, et le samedi 25 mars à 11h, dans le hall du conservatoire au site Blône, compositeur en herbe. C'est l'entrée libre. Merci à tous et bravo Merci. encore. Merci.